Eh bien bonjour, bonjour à tous. Nous voici donc en ce début octobre. La rentrée est passée et visiblement les conditions sanitaires s'améliorent. Donc notre discipline va pouvoir reprendre toute sa place avec cette relation qu'elle implique, ces rencontres qu'elle propose. Voilà. Et puis ces agissements sur le corps, sur les corps, qu'elle met en place, qu'elle permet et qu'elle favorise. Je voudrais aujourd'hui vous parler du premier degré. Parce que on réfléchit sur le PS, mais souvent, ce sont des profs du second degré, voire du supérieur, qui se penchent sur le sujet, en oubliant que la base de la pyramide, elle est quand même ancrée dans le premier degré. Maternelle, primaire, enfin le premier degré. Le cycle des apprentissages premiers, enfin les cycles, le cycle 1, le cycle 2 et le cycle 3 qui se partagent entre le CM1, le CM2, puis la sixième, donc un cycle partagé. Donc on voit bien qu'on ne peut pas faire l'impasse quand on parle EPS, quand on parle d'une discipline comme la nôtre, hein, et bien de cet ancrage particulier, puis de cette double implication, là, cette intrication qu'il y a entre les deux dernières classes du premier degré et la première du second degré. Bien. Donc, qu'est-ce que le premier degré? Je m'y suis plongé il y a quelques temps en m'occupant de la préparation au concours, et le livre derrière moi, pour les professeurs, des professeurs des écoles. Voilà. Je vois déjà un énorme parallèle entre les professeurs d'école et les profs de PS, au-delà de tout ce qui est historique ou syndical, dans le fonctionnement actuel. C'est-à-dire, un prof des écoles, il enseigne 10 disciplines, hein, un nombre important de disciplines, ce n'est pas de fait donc pas un spécialiste, et donc par conséquence, il n'est pas expert dans toutes les disciplines qu'il enseigne. Voilà, et c'est ce qui fait sa richesse, c'est cet éclectisme, ce lien qui peut faire, ce transfert permanent qui peut être réalisé. Il y a une vraie similitude avec le prof de PS qui n'est pas spécialiste des 25 ou 30 disciplines qu'il peut enseigner. Et même, il peut même être novice pour certaines, s'il n'a pas eu la formation initiale, ou s'il n'a pas pratiqué, ou s'il n'a pas suivi de formation continue. Donc il y a un vrai lien entre les professeurs des écoles et les profs de PS. C'est cette inexpertise assumée et incontournable. Hein, on ne peut pas demander à un danseur ou une danseuse de maîtriser le rugby, le ping-pong ou l'escalade, comme on peut pas, enfin aussi bien même dans un même niveau de maîtrise, d'expert didactique, mais comme on ne peut pas demander à un professeur des écoles de maîtriser la géographie, les mathématiques, l'art plastique et le PS avec le même niveau de réussite, sachant qu'en plus chacun a fait un parcours, une licence, voire un master MEF après, mais une licence dans un domaine spécial, donc de fait, l'expertise est impossible. Premier vrai parallèle entre les deux. Premier parallèle sur lequel on peut s'appuyer pour pousser plus loin. Ce que je constate, c'est que dans les promotions, il y a des dizaines d'étudiants, de candidats, première, seconde carrière. Quand je fais le petit sondage, je me rends compte que très peu ont fait STAPS, je me rends compte que de fait pour eux c'est complexe et qu'il y a une carence extrême en connaissances. Mais ce que je réalise surtout, c'est que dans beaucoup d'écoles, en tout cas moi j'exerce dans l'enseignement privé sous contrat, dans beaucoup d'écoles privées, la discipline est externalisée. C'est-à-dire que ce sont des intervenants, soit payés par la mairie, pour certaines écoles, soit payés par l'établissement, par l'association des parents d'élèves, par les familles, donc, qui sont des intervenants extérieurs qui prennent en main la discipline. Alors on réfléchit un petit peu, on se dit, bon, une discipline dans laquelle on n'est pas à l'aise, on la fait prendre en main par des spécialistes, brevet d'État, jeunes, voilà, employés, spécialistes, enfin, des gens qui savent faire, qui ont le fameux savoir-faire. Et on les paye pour ça, on les rémunère pour ça.
Alors, bon, à quoi bon former les professeurs des écoles à enseigner le PS si après, ils ne le font pas? Est-ce que ce n'est pas inclus dans leur mission que d'enseigner toutes les disciplines, avec les précautions que j'ai posées initialement, à savoir, on ne leur demande pas d'être experts, on leur demande de les enseigner. Mais si on s'appuie toujours sur Jacques Rancière, on voit que le maître ignorant est celui qui est le meilleur enseignant. Donc bon, sans aller si loin, comment, comment réfléchir à ça, quoi? On est formé. Alors ça veut dire que là, peut-être qu'il faut arrêter la formation, puisqu'elle n'est pas exploitée par beaucoup. Peut-être qu'il faut la changer. Ça me semble être une piste intéressante. Revenir à de la pratique, revenir à plus de temps pour aller regarder ce qui se fait en cours, à des séances de PS, à faire de l'analyse de pratique de PS, puisque ça inquiète. Quand j'entends le témoignage des étudiants et des étudiantes, ils disent que ça les inquiète, que ça les rassure de voir un spécialiste qui fait à leur place. Première chose, donc rassurer, parce que donc c'est une discipline qui fait peur à enseigner. Hein. Et deuxième chose, souvent ils gardent un demi-groupe. Ils font prendre les élèves par l'intervenant, mais sur un demi-groupe. Donc eux, ils ont une demi-classe avec qui ils peuvent faire une autre forme de travail dans une discipline plus fondamentale peut-être, où il a besoin de plus d'application, de plus s'approcher de l'accompagnement plus précis au niveau pédagogique. Donc ça les arrange à ce niveau-là, ce qui m'a été dit. Quand je propose une formation en intra-établissement, une formation continue, qui permettrait par exemple de réunir l'équipe du premier degré et de lui donner des contenus dans les divers champs d'apprentissage, les divers objectifs pour la maternelle. Donc cette proposition est toujours refusée, parce qu'il y a à la fois la peur de l'enseignement, ou le manque d'expérience. On croit qu'il en faut beaucoup, mais pour faire de la motricité en premier degré, il faut 3 cerceaux et un sifflet. C'est refusé au détriment de l'intervenant extérieur, qui de fait parfois prend toute la classe, et là, bon, on peut se questionner sur le respect de la mission, et d'autre part, prend la moitié de la classe, et là, bon, l'enseignant en profite pour réaliser, comme je disais tout à l'heure, une autre forme de pédagogie avec des demi-classes, mais dans une autre discipline. Ce qui est de fait constatable, c'est que l'enseignant qui prenne demi-classe, classe, qui ne fait pas, qui fait intervenir, quand il n'est pas présent, il perd la séance. Il n'a pas ce regard sur les élèves qui agissent, qui apprennent par corps, qui agissent avec leur corps, qui courent, qui se meuvent, qui jouent, qui se challenge, qui font ensemble, qui apprennent ensemble, dans la motricité et la corporéité, voire des pratiques culturelles ou des jeux. Il perd un pan de connaissances sur sa classe. Et ça, c'est dommageable, à mon sens. Ensuite, souvent, dans les écoles, ce qui est mis en avant, dans les écoles, je dis bien, je parle du premier degré, c'est la multiplication des intervenants extérieurs. On dirait que le fait qu'il y ait beaucoup d'intervenants extérieurs, ça fait une bonne école, ça ferait une école de qualité, où les parents disent c'est génial, les intervenants en tout. Pour moi, c'est exactement le contraire. Une école de qualité n'a pas besoin d'intervenants extérieurs, puisqu'elle a la ressource à l'intérieur avec ses enseignants. Alors bien évidemment, on peut faire intervenir quelqu'un qui amène quelque chose d'extérieur, même au contenu classique. J'entends ça. Mais pour faire les contenus qui sont inhérents à la mission du professeur des écoles par quelqu'un d'autre, là, pour moi, c'est une faillite de l'établissement, ou une faillite de la formation, ou d'autres raisons lesquelles je ne veux pas me prononcer. Mais il y a quand même quelque chose de l'ordre de la carence quand on fait intervenir un extérieur. Quand un extérieur doit intervenir, c'est qu'il y a carence. Bien évidemment que l'extérieur peut intervenir quand il y a nécessité de sécurité, quand il y a un effectif précis par rapport au nombre, aux encadrants, au niveau légal, au niveau... Pas de souci, pas de souci. Mais sinon, je pense que c'est l'expression quand même d'un manque. Troisième point, si
l'EPS est externé, externalisé, voire maltraité, voire sous-traité. Ça donne un retour aux élèves sur cette discipline qui n'est pas comme les autres, hein, le fameux à part entière, mais là surtout le fameux entièrement à part. Et donc s'installe cette représentation un peu décalée, voire un peu décadente, de la discipline, qui peut, sur les 1400 heures de PS du cursus, eh bien, qui peut impacter grandement, puisque tout le monde sait que c'est très jeune, on se fait des représentations et des images qui nous poursuivent toute notre vie. Hein, nos psychanalystes peuvent en attester. Donc, cette représentation un peu, comment dire, pas nocive, mais un peu nuisible à la vraie existence et à la vraie identité de la discipline, elle va poursuivre. Et il ne faut pas s'étonner qu'après au collège, on constate des problèmes, et qu'au lycée, on soit plus piloté par la note du bac, donc une motivation d'intérêt, donc extrinsèque, qu'une motivation intrinsèque. Donc là, il y a quelque chose de l'ordre de l'habitus moteur, de l'habitus EPSien, qui n'est pas mis en place. À la fois parce que ce n'est pas le PE qui le réalise, quand ce n'est pas le PE qui le réalise, eh bien, il est clairement posé qu'on nous semble confronté à une discipline différente, où les enfants constatent que c'est quelqu'un d'autre qui vient, que c'est pas en lien avec leur discipline, que c'est pas lié, que c'est pas construit, s'il n'y a pas de travail en commun, si c'est pas le professeur des écoles qui pilote tous les contenus didactiques et puis même les formes pédagogiques qui sont mises en place. Donc il y a un constat d'une différence. Et tout ça mis bout à bout, on se rend compte que dès le premier degré, nos élèves, eh bien, avec cette représentation un peu dépréciée, ces modes de fonctionnement différents, considèrent la discipline différemment des autres. Et il ne faut pas s'étonner qu'après, on ait des carences physiques, physiologiques. Alors bien évidemment, au-delà des habitus d'élèves en EPS, il y a aussi des développements de la motricité. On voit bien, moi je vois on a fait dans mon établissement en début d'année des tests physiques sur de capacité physique pure, d'aptitude. Et puis on se rend compte des méfaits déjà du Covid et puis des méfaits d'une vie de sédentarité qui n'est pas compensée par une dépense, une sollicitation énergétique et physique et physiologique par l'institution. Voilà, donc ce que je voulais dire pour bien ancrer mon propos, c'est que si le PS ne va pas très bien ou est en difficulté, il ne faut pas chercher à se renvoyer la balle, il faut chercher les sources. Alors les sources, dans d'autres vidéos, j'ai expliqué qu'elles étaient liées à cette scission identitaire, à ce manque d'unité identitaire qui fait qu'on se tire un peu dans les pattes, entre guillemets, pour dire ce que doit être le PS. On verra ce qu'il en est dans l'année qui vient, puisqu'il y a des assises qui vont avoir lieu. Mais il y avait ce premier problème, mais celui que je soulevais aujourd'hui, donc le second, et je devrais dire le deuxième parce que sans doute il y en a d'autres, eh bien, il est pleinement lié aux origines. Et les origines d'une discipline, elles s'ancrent dans le premier degré. Et si l'ancrage n'est pas bon, on sait bien que sans fondation, une maison ne tient pas le choc, sans racines, un arbre s'écroule, et sans fondement lié à la discipline de façon précise, régulière, avec des habitus de fonctionnement installés, répétés, justifiés, incarnés, expliqués, eh bien, cette discipline aura du mal après à... On voit bien des disciplines qui arrivent un peu sur le tard, comme Sciences Éco, la philo. La philo qui arrive, d'ailleurs c'est une stupidité, mais bon, là n'est pas le propos. Philo qui arrive tard, c'est la découverte de l'année de terminale. Hein. Alors avec HLP, peut-être que ça a un peu changé, mais c'était toujours, qu'est-ce que c'est? C'était un peu du hors-sol quoi, qui vient se poser sur le lycéen, sur l'élève. Donc le PS, il ne faut pas que ce soit ça. Il faut que ce soit une discipline vraiment de l'école, dans l'école, et qui serve à développer la corporéité de nos élèves de façon intelligente, régulière, et depuis le plus jeune âge. Et c'est par ça, et par le fait que sans doute la formation doit être repensée, sans doute l'organisation doit être améliorée, et sans doute que la mise en place
doit être retravaillé à tout niveau dans les esprits, dans les représentations de ceux qui font les PE, de ceux qui pratiquent, les élèves, de leurs parents et surtout de l'institution. C'est ça qu'il faut changer. Et pour le changer, il faut que dès le début, on explique ce qu'on est. Donc les deux problèmes se rejoignent. Expliquer ce qu'on est, ce qu'on fait, c'est le problème identitaire. Et vraiment le réaliser et le mettre en place, c'est le problème lié au premier degré que j'évoque aujourd'hui. Je compte donc sur votre compréhension, sur celle des professeurs des écoles, que je n'accable absolument pas, parce que souvent on ne leur donne pas les moyens. Je vois mes stagiaires qui rentrent, et mes étudiants qui rentrent de leur stage, justement. Je fais lever le doigt dans la salle à qui a pratiqué et qui, dans l'école où il était, a constaté qu'il y avait des intervenants extérieurs. C'est l'immense majorité qui ne fait pas, qui regarde, qui prend les demi-groupes, comme je l'expliquais tout à l'heure. Voilà. Donc là, il y a quand même un dysfonctionnement qui est cautionné par l'institution. Si ce dysfonctionnement est cautionné par l'institution, est-ce qu'il est cautionné parce que ce n'est que de l'EPS? Est-ce que, par exemple, un professeur d'école qui dirait « moi j'ai toujours été un littéraire », il pourrait faire intervenir un étudiant en mathématiques pendant ses cours de maths parce que lui, il prendrait que la demi-classe en histoire ou en français? Est-ce que ça passerait, ça? Est-ce que ce serait accepté qu'un professeur des écoles ôte une des disciplines fondamentales? Or, l'EPS est une discipline fondamentale. Elle est fondamentale parce que ne pas s'occuper de son corps, c'est rater une grande partie de sa vie. Donc, réfléchissons-y ensemble, posons la question et peut-être que nous trouverons des réponses.